Donc le thème de cette deuxième table ronde de la journée, c'est comment améliorer l'expérience client d'un voyageur en situation de handicap. C'est une vaste question. Donc pour nous aider à y répondre, j'accueille donc quatre invités. Jean-Pierre Villain, expert accessibilité numérique chez Access 42. Gwenaëlle Brochoir, consultante chez Oucity. Émilie Bougouin, directrice du Centre Recherche Théâtre Handicap. Et Valérie-Marie Rutigoiti, responsable accessibilité visiteur Disneyland Paris. Donc je vais commencer avec Gwenaëlle. Donc, je voulais savoir, on voulait savoir un petit peu ce qu'était déjà tout d'abord l'expérience client. Où commence-t-elle? Où finit-elle? Est-ce Tu veux que je que... présente un petit peu qui on est quand même Oui, et bien Oui. sûr, oui. Chacun vous présenterez un petit peu votre structure. Même si on connaît Disneyland Paris, voilà, bon, Un tout petit peu. je te laisserai dire Alors, quelques est-ce mots que quand ça, même. ça marche? Ça marche bien? Alors, Gonel Brochoir, donc Société au City. Nous, on fait focus sur l'accessibilité et l'utilisabilité des parcours clients. Bon, en règle générale, des parcours utilisateurs. Et nous, dans les utilisateurs, on considère que les utilisateurs sont les clients et les collaborateurs des organisations. On a une particularité, on a constitué le premier panel français d'utilisateurs à besoins spécifiques, qui sont des utilisateurs qui expriment des besoins d'accessibilité liés à l'âge, au handicap, à la langue, à la culture, à la disponibilité et plein d'autres choses qu'on découvre au fur et à mesure de nos activités. Et le troisième vraiment pont de nos activités, c'est qu'on fonctionne comme un collectif avec des acteurs de l'accessibilité sur toute la chaîne de l'accessibilité en faisant toujours focus sur les parcours clients. Donc la question de... Tu voulais que je définisse l'expérience client? Oui, nous parler un peu de l'expérience client, le début, Ouais, où commence l'expérience client, le ça marche. parcours, le parcours usager, où ça finit, euh, Ça finit jamais. les besoins. Alors l'expérience client, c'est vraiment l'espace de rencontre qui connecte le besoin client au business, donc à la marque ou à l'organisation. Alors j'ai pris mon petit anti-sèche parce que alors, pour le coup, il y a une diversité d'offres et de services et comme je ne connais pas vos métiers à tous, le parcours client peut être extrêmement varié en termes de points de contact. Donc de l'anticipation, j'en ai entendu parler où on m'a offert un bon, etc., où on m'a recommandé quelque chose, où j'ai chargé seule parce que je voulais faire cette activité-là, qui peut me la proposer et sous quels critères. En passant par l'achat, la livraison, s'il y a, l'utilisation du service, qu'il soit digital ou physique ou figital, la livraison et le SAV, le service client, jusqu'à, alors ça c'est vraiment, nous c'est notre vision, jusqu'à la recommandation de l'offre par le client et la satisfaction du client en termes de fidélisation à long terme par la marque ou l'organisation. Donc cette expérience client, son résultat se mesure par les émotions, par la satisfaction et la fidélisation du client. L'expérience client, elle intègre aussi l'expérience collaborateur. Généralement, quand il n'y a pas d'expérience collaborateur de qualité, il y a rarement d'expérience client, on va dire, satisfaisante pour l'utilisateur. Je fais un petit parallèle en fait entre l'expérience client. Je pense que c'est, on va voir, tu me diras si tu veux que je rajoute des choses après, mais nous on mène une étude depuis 2 ans qui est franchement pas terminée, qui s'appelle expérience conçue versus expérience vécue sur le focus des clientèles à besoins spécifiques. On interroge les entreprises, les collaborateurs, les utilisateurs et les pros de l'accessibilité sur leurs ressentis, leur satisfaction, etc. Donc c'est une étude à zéro, hein, zéro données que ça. On avance au fil de l'eau. Et ce qui est ressorti de cette étude, en tout cas les premiers résultats, c'est que on est aujourd'hui entre 50 et 90%, voire 100% si vraiment les offres sont digitales, 100% digitales, sur on va dire entre 50 et 90% des points de contact aujourd'hui ne sont pas soumis à des obligations légales en termes d'accessibilité. Et donc, on peut considérer que 100% d'entre eux aujourd'hui ne dépendent, leur accessibilité ne dépend que de la stratégie de l'organisation. Donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'on avance, mais c'est vraiment aujourd'hui l'expérience client en termes d'accessibilité, c'est vraiment une question de volonté et d'attention aussi. Voilà. Est-ce que ça te convient? Oui, oui, oui. Merci, merci Gwenaëlle. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer comment, en quelques mots, comment rendre accessible son site internet, ou en tout cas
le plus confortable possible à l'usage, site internet, application, étant donné qu'un parcours usager commence beaucoup, et notamment dans le tourisme, par de la réservation en ligne. Donc comment rendre les plus confortables et les plus accessibles possible son site internet, son application, pour commencer déjà. Okay, bonjour à tous. Et présenter Access 42, pardon, aussi. Donc Jean-Pierre Villain, Access 42. Access 42 est une société qui est spécialisée donc, sur l'accessibilité numérique, donc la problématique. Merci. La problématique de pouvoir rendre les sites et applications web accessibles aux personnes en situation de handicap. On a une petite particularité, c'est que nous avons accompagné la DINSIC, la Direction interministérielle du numérique des services d'information et de communication de l'État, j'ai réussi à le dire, sur l'élaboration des normes applicables dans le cadre de la loi de 2005 et de la loi sur la République numérique 2016. Et on a donc produit les référentiels et les ressources. Notre activité est essentiellement concentrée sur de l'expertise, de l'audit, de la formation, de l'accompagnement et derrière de la certification dans le cadre d'opérations de labellisation par exemple. Donc pour répondre à la question comment on fait, c'est assez simple au final. Donc on a des normes internationales qui permettent de comprendre comment on va rendre les contenus et les fonctionnalités d'un site ou d'application accessibles aux personnes en situation de handicap. On va travailler essentiellement en coulisses, en réalité. On va travailler avec les développeurs qui construisent les sites. On va travailler avec les contributeurs qui produisent les contenus sur deux problématiques essentielles. La première, c'est l'accès à l'information. Comment on fait pour rendre l'information, par exemple, perceptible pour les déficients visuels, utilisable par les handicapés moteurs, etc., etc. Et puis une deuxième étape qui est, on va dire, sur lequel on va travailler un petit peu sur l'utilisabilité. Donc on a un certain nombre de recommandations qui permettent de favoriser, dans le contexte d'une commande en ligne par exemple, on va beaucoup travailler sur l'utilisabilité des formulaires qui permettent de créer la commande, de gérer la commande, etc., etc. Ça se résume en fait à l'application de bonnes pratiques, donc une série de bonnes pratiques, et donc techniquement on va faire un audit, on va remonter tous les problèmes, et puis ensuite on va expliquer aux personnes concernées, donc développeurs, contributeurs ou concepteurs, le moyen de corriger le problème et de faire en sorte que l'application soit complètement accessible et utilisable. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée du coût de ces audits? Non. D'accord. Non, je vais préciser la question. La question du coût, elle est extrêmement importante. Moi, je préfère parler d'investissement en réalité. Hein. Donc, c'est différent d'un coût, on va dire, brut, quoi, d'une charge brute. C'est un investissement qui est lié à des facteurs qui sont les technologies, puisque comme je vous l'ai dit, on travaille en coulisses, hein, donc on prend un site totalement inaccessible, quand on l'a rendu accessible, il n'a pas changé d'un iota, c'est exactement le même site. Donc c'est un domaine technique, donc on est très lié à la technologie qui est employée, aux compétences qui sont mises en œuvre, etc. Donc pour répondre à la question, il y a un chiffre qui tourne, qui remonte du terrain en fait, et on va considérer que le coût moyen est de l'ordre de 10 à 15% du budget total de développement du site. Mais c'est un coût moyen. Voilà. Hein, ça dépend vraiment, ça dépend également de la phase dans laquelle on intervient. Lorsqu'on intervient en début de projet, c'est-à-dire au niveau de la conception, l'investissement est relativement léger par rapport à celui qui est réalisé pour créer le site. Lorsqu'on intervient sur un site qui est déjà en ligne, et si le coût augmente évidemment s'il est vieux, on va avoir des investissements de correction qui peuvent être relativement importants. Parmi ces coûts ou ces investissements, il y en a un qui est absolument central, qui est la formation.
On va former les développeurs, les contributeurs à produire des contenus et des fonctionnalités accessibles. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour former un développeur, pour lui donner la possibilité de créer un site accessible, ce sont des formations relativement courtes. On est sur des formations de l'ordre de 3 à 4 jours. Donc le coût est relativement léger par rapport à l'investissement global. Merci. Gwenaëlle, je reviens vers toi. Quelle méthode d'amélioration, alors au-delà de l'aspect numérique, quelle méthode d'amélioration tu préconises dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue? Vaste question. Vaste question, je sais. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure parce que je pense que c'était pas très clair. Tu pourras sur l'aval de Jean-Pierre. Quand je parlais d'obligations légales, de non-critères de loi, évidemment, je parlais sur le 100%, c'est une expérience purement digitale et secteur privé. Hein, parce qu'on est, pour le coup, voilà, pas forcément. Et pour l'instant. Oui, pour l'instant, parce que la réforme de la loi de 2005 sur le handicap, donc en 2016, va étendre l'obligation d'accessibilité, en tout cas de se rendre conforme aux normes au secteur privé sur condition d'un plancher de chiffre d'affaires. Donc ce problème-là est à l'heure actuelle travaillé par les rédacteurs du décret parce qu'il pose beaucoup de questions sur une société internationale, quelle base de chiffre d'affaires on prend, le chiffre d'affaires national, international, etc. Il n'est pas défini encore. Pardon ? Il n'est pas défini encore. Il n'est pas encore défini, il est compliqué à définir. Et il faut évidemment discuter avec les représentations de ces entreprises. Mais globalement, l'ambition qui avait été suggérée était de pouvoir rendre obligatoire l'application des normes sur les 400 ou 500 plus grosses entreprises françaises. Et d'autre part, la loi République numérique a étendu l'obligation aux organismes privés ou aux sociétés privées délégataires d'une mission de service public. Et donc là, ça étend beaucoup le scope et donc ça permet à l'accessibilité numérique enfin d'exister dans le domaine privé. Avec une deadline assez rapide, je crois. La deadline, elle est de 3 ans, mais c'est illusoire. Hein. Ouais. On ne peut pas imaginer en 3 ans, on prend une société quelconque qui peut avoir plusieurs dizaines de sites et encore plus d'applications. C'est difficile d'imaginer qu'en 3 ans, on soit capable de le faire. Donc ce sont des deadlines qui sont surtout chargés de maintenir la pression, on va dire. Et d'autre part, il y a dans cette loi République numérique un système très similaire à celui des ADAP, qui s'appelle le schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Donc les sociétés vont devoir publier un schéma où ils vont expliquer comment ils vont s'organiser et comment ils vont faire et quels engagements ils prennent pour rendre leur site web accessible. Oui, du coup, donc la question, quelle méthode d'amélioration préconisez-vous ? En fait, pour répondre à cette question qui est quand même extrêmement vaste, je suis passée sur l'identification des freins principaux et des solutions qu'on peut apporter pour lever ces freins. Donc, en tout cas, c'est de notre expérience. Donc, évidemment, on a forcément des expériences assez variées. La première raison, vraiment, aujourd'hui, du défaut d'accessibilité des offres et des services dans le secteur essentiellement du tourisme et des loisirs, c'est le manque de connaissance des besoins utilisateurs, des besoins d'accessibilité, avec des visions souvent très clichés, avec un focus aussi par l'historique du secteur sur le bâti. Il y a eu énormément d'actions faites sur le bâti, très généralement déceptif pour les entreprises qui considèrent avoir eu très peu de résultats, etc. Mais surtout aussi un focus sur le handicap moteur qui fait souvent oublier, qui est nécessaire évidemment, mais qui fait souvent
oublier l'hétérogénéité des besoins et des situations de handicap et de défaut d'accessibilité. Donc, je ne vais pas sortir les chiffres parce que je pense qu'il y en a eu ce matin, etc. Donc, ne pas oublier que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible, etc. On peut, nous, pour le coup, comme on parle d'accessibilité plus que de situation de handicap, parler aussi du fait que la population vieillit, que les gens voyagent de plus en plus, que aujourd'hui, alors c'est toujours un peu dur quand je dis ça, mais aujourd'hui, quand on est... disons qu'à une époque, quand on avait un accident de voiture, on était rarement sauvé. Aujourd'hui, on est souvent sauvé. Et souvent, après cela, en situation de handicap, et il y a plein d'autres situations. Et en fait, je pense que la situation de handicap, on peut faire tous les chiffres qu'on veut, mais en tout cas, le chiffre ne baissera jamais. Il ne pourra qu'augmenter. Et puis, on peut aussi être en situation de handicap temporaire. Voilà, donc je ne vais pas vous faire tout le spectre, parce que je pense que c'est un peu ce qui se fait souvent dans les forums sur le sujet, mais on a des choses peut-être un petit peu plus orientées solutions aujourd'hui. Donc vraiment une méconnaissance des besoins et surtout un cliché extrêmement installé selon lequel de toute façon apporter des solutions d'accessibilité n'a pas... disons que les investissements d'accessibilité n'ont pas de retour sur investissement, ce qui est a priori difficile à prouver, mais qui est complètement faux. Et ça, pour le coup, je vais aborder ce sujet-là en troisième point. Le deuxième point, c'est que le sujet est généralement considéré comme un sujet supplémentaire et très peu intégré à la chaîne décisionnelle et organisationnelle de l'entreprise, parce qu'on n'en saisit pas forcément la valeur ajoutée et la valeur innovation. Donc on ajoute le sujet, des solutions, on développe des solutions en surcoût, en bout de chaîne, en développement spécifique, etc. Généralement, on choisit les prestataires extrêmement rapidement. Ils sont aussi très difficiles à trouver, très difficiles à fédérer, etc. Donc on sait aujourd'hui que vraiment sur le parcours client, l'accessibilité est extrêmement difficile à manager. Donc pour le coup, c'est aussi aux professionnels de l'accessibilité que de mutualiser leurs expertises et de proposer un accompagnement un petit peu plus holistique que ce qui se fait aujourd'hui. Donc ça, pour le coup, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui côté vraiment chaîne de l'accessibilité, côté acteur, fournisseur de solutions d'accessibilité. Donc ça, c'est le point positif. Et le troisième frein, vraiment, c'est aussi ce zéro retour sur investissement. Eh ben, c'est pas vrai, parce que le premier retour sur investissement, déjà, c'est la satisfaction des collaborateurs. Généralement, des collaborateurs qui sont impliqués, qui sont apprenants sur le sujet, à partir du moment où ils ont l'occasion de rencontrer leurs clients et de créer un dialogue qualifié, bien accompagné, etc., sont généralement extrêmement enthousiastes et ils ont beaucoup de mal à s'arrêter, ils sont très force de proposition, etc. C'est pas pour ça qu'ils sont après entendus au sein de l'entreprise, mais en tout cas, ça rend les collaborateurs extrêmement heureux que de pouvoir satisfaire un maximum de clientèle. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas de mesure du tout de satisfaction côté secteur marchand, mais il n'y a pas non plus de mesure de l'expérience collaborateur sur les questions d'accessibilité. Donc aujourd'hui, plutôt que vouloir prouver absolument son ROI, son retour sur investissement financier, on peut peut-être commencer aussi par l'impact humain qui est extrêmement fort et qui peut aussi permettre à des collaborateurs de s'émanciper sur le sujet, d'être plus innovants, etc. Donc ça peut se mesurer aussi, ça. Et puis mesurer aussi qui sont nos clients. Alors ça, c'est le nerf de la guerre du secteur. Je sais que c'est très compliqué aussi que voilà, on a tendance à cibler énormément. En tout cas, aujourd'hui, les personnes qui expriment des besoins d'accessibilité, elles représentent entre 20 et 40% de tous les segments de clientèle. Voilà. On va éviter de dire aujourd'hui, parce que je pense que tout le monde le sait, que de cibler je sais pas, les femmes entre 25 et 30 ans qui n'ont pas de besoin d'accessibilité, c'est de la discrimination. Bon, ça, c'est pour le coup, je pense que tout le monde le sait. En tout cas, clairement, aujourd'hui, nous, on le voit aussi à travers notre panel qui est constitué de gens actifs, chefs de famille, extrêmement autonomes, etc., qui sont essentiellement des gens qui travaillent. Le vrai frein aujourd'hui dans le secteur du tourisme, c'est cette vision cliché qui dit que la personne en situation de handicap n'est pas cliente et n'est pas consommateur. C'est faux. Voilà, on peut vous faire rencontrer les gens avec qui on travaille. Ils sont tous déjà clients.
mal satisfaits ou clients de la concurrence parce que voilà, soit le dialogue est meilleur, soit l'accessibilité est meilleure, et généralement quand les deux vont avec, ça matche assez vite. Donc il peut y avoir deux démarches vraiment. Donc tu m'as proposé l'amélioration continue. Effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Même une offre à zéro une start-up qui est en train de constituer son activité a du mal à intégrer les problématiques d'accessibilité à partir du moment où elle n'a pas étendu son spectre et rencontré ses clients et compris que les besoins étaient extrêmement variés. Et après, par contre, à partir de ce moment-là, déjà, la première marche est déjà atteinte. Donc on peut vraiment avoir deux démarches, soit répondre à la loi et ensuite aller plus loin, soit faire focus sur les besoins spécifiques pour innover plus vite, plus rapidement et répondre à la loi par la même occasion. Du coup, 3 leviers: la satisfaction des collaborateurs, vraiment miser sur les expériences acquises ou les expériences qui ont déçu, parce qu'il y a souvent, nous on a un gros travail d'investigation à faire généralement avant de proposer un accompagnement. On est obligé d'en passer par là parce qu'il y a souvent extrêmement de déceptions sur ces sujets, des gens qui ont porté des projets qui n'ont pas marché, qui ont été avortés, etc. Ou un dialogue à zéro avec les clients qui fait que généralement les gens ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose qui ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment voilà, on est tous, je crois qu'il y a un gros consensus là-dessus. Donc la satisfaction des collaborateurs extrêmement rapide en capitalisant sur les acquis, sur les ressources existantes de l'entreprise, etc. Ça permet aussi d'avoir des retours. Évidemment, il faut un dialogue utilisateur, un dialogue avec ses clients pour mesurer tout ça, mais ça permet aussi une satisfaction extrêmement rapide des équipes qui peuvent ensuite recapitaliser sur l'expérience et rester vraiment des entités apprenantes et qui leur permet ensuite vraiment communiquer avec leurs clients, même si tout n'est pas fait, avoir vraiment un canal de feedback utilisateur qui leur permet aussi de faire des retours de défauts d'accessibilité, etc., etc. Et d'améliorer en continu, c'est vraiment la solution qu'on préconise. Donc, j'ai pris quelques exemples secteur touristique. Donc, il y a un exemple très connu qui est Scandic Hotel, les hôtels nordiques, qui ont eu un award, mais je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, et qui ont tout misé sur l'amélioration continue. Et la page accessibilité de leur site web dit en amélioration constante, merci de comprendre que nous avons fait ça, nous avons fait ça, nous avons fait ça, et que nous avons envie de continuer. Voilà, supportez-nous dans nos efforts, etc. Et ils se sont retrouvés déjà à avoir des statistiques, enfin vraiment une mesure d'impact extrêmement forte. Ils ont aussi une approche très conception universelle, design for all, donc du coup ils intègrent complètement les besoins d'accessibilité dans la conception des chambres, des services, des outils digitaux, etc. Jusqu'à aussi aller sur une espèce de cartographie de chacun des territoires pour que à l'accueil des hôtels, on puisse aussi réorienter les gens vers des activités complémentaires qui matchent avec leurs besoins, leurs préférences, etc. Et ils ont des retours extrêmement positifs. Et surtout, ils ont mesuré la satisfaction de tous leurs clients, sans parler de besoin d'accessibilité. Et depuis qu'ils sont rentrés dans cette démarche, ils explosent leurs stats, historiquement leurs stats. Après, il y a aussi la solution de vraiment faire focus sur les besoins d'accessibilité pour innover rapidement, etc. et répondre à la loi. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Airbnb a essayé de le faire. Donc, ils ont commencé à essayer de comprendre quels critères il fallait mettre sur le site, etc., etc. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, en ce moment, il y avait un vrai, ils appellent ça l'empowerment, énormément d'entrepreneurs qui fonctionnent un peu sur le mode start-up, qui sont ou non en situation de handicap, mais qui sont en train d'avancer vraiment extrêmement rapidement sur ces questions. Et puis du coup, à un moment, ils ont trouvé que c'était trop complexe et qu'ils n'avaient pas l'expertise, donc ils ont été rachetés. Accomable, alors je vais avec mon bel accent anglais, qui est une start-up qui du coup référençait tous les logements accessibles, qui était en fait le Airbnb du handicap. Donc aujourd'hui, ils vont fusionner. Voilà, donc il y a plein de solutions. Évidemment, pour appliquer ces solutions, il faut appliquer un benchmark permanent. Nous, on a souvent des prospects ou des clients qui n'ont jamais fait un seul benchmark sur le sujet de l'accessibilité, donc ils ne savent pas où en sont leurs concurrents, les activités connexes, etc., etc. Alors qu'il y a des bonnes pratiques.
qu'il faut aussi regarder beaucoup à l'étranger parce que malheureusement, on n'est pas on n'est pas très bon. Qu'il y a aussi des démarches de territoire. Alors, je sais aussi que c'est compliqué pour les acteurs du tourisme en France qui ont tous envie qu'il y ait une démarche de territoire et voilà. Donc, ce n'est vraiment pas les acteurs de terrain qui bloquent sur ce sujet-là. Mais il y a énormément d'informations à trouver. Le gouvernement anglais a fait une étude qui s'appelle l'étude Atkins avant les JO de Londres, qui est vraiment extrêmement intéressante, qui prouve la valeur marché. Alors, ils ont vraiment fait focus sur les personnes en situation de handicap, mais voilà, ils ont réussi à accompagner les acteurs du territoire, essentiellement en faisant focus sur les PME, en allant voir sur le terrain ce qu'avaient fait les gens, parce que souvent, clairement, les petits acteurs ont fait plein de solutions, ils se sont débrouillés soit tout seuls, soit ils ont été voir les assos, etc. Et eux sont beaucoup plus au fait ont beaucoup plus de réflexe d'aller interroger les clients. Donc, ils ont vu que le processus était déjà entamé, ils les ont équipés avec on va dire des tutos, des documents un peu support, etc. Et puis, ils ont été remesurés derrière aussi en termes d'amélioration, ce qu'avaient pu donner les préconisations de l'étude. Et ils ont fait un site uk.gouv.uk, etc., avec toutes les ressources. Et puis, c'est une démarche de territoire. Donc, ils ont aussi derrière tout intégré sur les sites internet touristiques nationaux. Donc, bon, voilà. Et je pense que le Japon, pour 2020, à mon avis, il y aura aussi énormément de bonnes pratiques à aller prendre chez eux parce que rien que les quelques actions qu'ils ont commencé à mener sur lesquelles ils communiquent, là, à mon avis, ça va être... On a intérêt à Paris, derrière, d'être très bon, quoi. Donc voilà, donc c'est bien. Il y a plein de bonnes nouvelles. Évidemment, garder un dialogue constant de qualité avec ses utilisateurs, leur donner l'occasion de vous dire merci s'ils ont envie ou pas, mais au moins de pouvoir qualifier leur expression, sachant qu'aujourd'hui, le vrai canal aujourd'hui d'expression d'insatisfaction, c'est les réseaux sociaux. Après, il faut savoir interpréter aussi les insatisfactions. Donc, vraiment, les besoins d'accessibilité méritent d'être connus, méritent d'être compris pour pouvoir derrière être contextualisés. Et le troisième levier, c'est intégrer l'accessibilité à la culture de l'entreprise. Et c'est le plus compliqué, mais en même temps, avec vraiment de bonnes pratiques, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose. J'ai noté tout à l'heure que tu avais dit c'est simple. Ben, je pense que c'est simple. Mais il faut une volonté, stratégique. Voilà. Merci. Valérie Marie, donc Disneyland Paris. J'ai tenu à te convier parce que Disneyland Paris, ce sont des attractions, mais c'est aussi des restaurants, des hôtels, des boutiques, des files d'attente. Donc, je voulais voir ce que vous faisiez à Disneyland pour améliorer l'expérience client de vos visiteurs en situation de handicap. Également, si tu as des exemples concrets à nous partager, facilement reproductibles. Également, les questions les plus récurrentes des visiteurs en situation de handicap, les craintes avant de venir à Disney, ou plus globalement, les craintes avant de venir à l'hôtel, au restaurant, ou dans vos boutiques. Voilà, c'est beaucoup de questions, mais... Je vais tâcher de répondre en quelques mots. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui. Là, c'est bon ? Le site est vaste puisque effectivement j'ai la responsabilité de l'accessibilité pour l'ensemble de la destination, à savoir les 2 parcs, les 7 hôtels et Disney Village. Il est vrai que entre autres la plupart des visiteurs viennent pour nos attractions, mais nous avons des hôtels dans lesquels donc ceux-ci restent pour des séjours moyens de 1 à 3 jours, donc avec des restaurants, des boutiques. Alors bien entendu, comme toutes les entreprises ou tout ce qu'on a pu entendre dire ce matin, eh bien on est assujetti à la réglementation française au travers donc des agendas programmés de l'accessibilité, le registre, etc. Ça, c'est une chose. Je suis sur cette fonction-là depuis plus de 15 ans maintenant. Lorsque je les ai prises, au départ, on avait à peu près 40 000 visiteurs. Ce visiteur, à l'époque, eh bien, il pouvait prendre jusqu'à un mois et demi pour s'assurer que lorsqu'il viendrait sur site, éventuellement, on pouvait répondre à ses envies, au même titre qu'une personne valide. Eh bien, aujourd'hui, de ces 40 000, on est passé à plus de 100 000 visiteurs. C'est le chiffre qu'on va atteindre à la fin de l'année.
Alors, je ne vous parle pas de ce chiffre-là, juste pour vous dire que voilà, s'il y a ce chiffre qui est à peu près croissant de 20%, ben, c'est qu'on ne se débrouille pas si mal. C'est surtout pour échanger avec vous. Faire de son ERP un site qui soit accessible, c'est une chose, mais ça ne va pas sans la sensibilisation du personnel, répondre et aller au-devant aussi des attentes du public. Alors pour ce faire, effectivement, on a des enquêtes, on écoute beaucoup notre public. Pour vous donner des exemples, pour répondre à ta question, Hervé, c'est qu'on a eu un guide qui faisait au moins une vingtaine de pages il y a des années de cela, et puis finalement on s'est aperçu que lorsque le visiteur il vient pas consulter un guide qui est très exhaustif avec tout un tas de détails, mais en fin de compte, finalement, il prenait le plan qu'on donnait aux personnes valides. Donc on s'est dit, bon, ben, alors comment peut-on faire un guide, passer à un plan sans omettre un certain nombre d'informations pour lesquelles il aura peut-être besoin tout au long de sa journée ou de son séjour. Donc sur ce plan, on a pris en fait des informations très simples qu'on a essayé de faire en facile à lire et à comprendre, ce qui n'est pas toujours aussi aisé que l'on ne croit. Surtout que c'est très facile de se dire, nous en tant que personne, on voit les choses comme ceci, mais comment les autres, on doit répondre à leurs besoins. Donc des tableaux, tout simplement, qui permettent de savoir, voilà, qu'est-ce que je peux faire, pas faire. Pour la circulation, par exemple, sur les parcs, c'est d'avoir établi un parcours facile, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous est déjà venus sur notre destination, bien, il y a moult chemins pour aller d'un point A à un point B. Dans les axes d'amélioration, justement, on parle beaucoup de numérique, et ça c'est un de mes sujets favoris depuis des années, et pour lequel eh bien, c'est pas aussi simple que ça, même si effectivement maintenant on a de plus en plus de professionnels qui peuvent nous accompagner dans la démarche, c'est de pouvoir justement donner ces informations par le biais numérique pour répondre au maximum de personnes. Alors je sais que dans la première table ronde, il y a une personne qui a dit oui, c'est bien d'avoir son site internet qui est accessible. Oui, c'est certain. Je pense que trop d'informations tue l'information. Nous, on s'en est rendu compte au fil de ces dernières années. Finalement, quand on la démultiplie partout sur le site, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément plus intelligent parce que la personne, à un moment donné, va plus savoir où chercher sur le site. Nous, dans les prochains axes que l'on va voir, c'est le fameux plan qu'on a dans 8 langues, notamment donc, en français, en anglais sur site, mais dans les 8 langues sur les différents marchés que nous avons, puisque 50%, comme je le disais en préambule, de nos visiteurs sont étrangers. On va vocaliser le plan pour qu'effectivement on puisse répondre à un maximum de personnes, quel que soit le type de déficience. Après, dans les autres axes d'amélioration, j'ai parlé de la formation, c'est important. Sensibilisation, c'est bien, mais c'est jamais suffisant. Par expérience, on s'est aperçu que ce soit 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, ou même une journée, eh bien, il fallait que ça soit adapté à chacun des métiers. Donc nous, on a pris un parti pris, on l'a fait avec un organisme extérieur, pour ne pas le nommer, Kizio. On a développé des modules de 3 heures à 1 journée selon les métiers, avec des mises en situation, des explications sur la déficience, et on a été orienté aussi aux relations clients. Parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer quelle est la hauteur maximale ou minimale qu'il faut avoir dans un RP. Ce qu'il faut savoir, c'est voilà, j'ai quelqu'un qui vient avec une déficience, quelle qu'elle soit, comment je vais pouvoir interagir avec elle, quels sont les mots, les gestes que l'on doit employer. Alors, je ne dis pas qu'on est parfait, parce que, vous voyez, ça fait 15 ans et il me reste encore 8 années au sein de l'entreprise. Je pense que j'aurai jamais assez de ces 8 années pour pouvoir porter encore et encore tous les jours ce vaste projet. Il y aurait plein de choses à dire, mais voilà. Est-ce qu'en partie, j'ai répondu Peut-être les craintes. Est-ce que tu as des demandes? Est-ce que vous recevez des demandes des choses qui ne seraient pas trouvées sur votre site internet, ou des demandes assez récurrentes sur l'accueil, Alors, nous, sur le site internet, en tous les cas, dans toutes les remontées que l'on a, on n'a pas trop de commentaires. Ce dont, par contre, on est confronté de plus en plus, contrairement au tout début de l'accessibilité à Disneyland Paris, c'est qu'on a aussi des gens, peut-être fort de la loi de 2005, ou parce que, victimes aussi de notre succès, on tend à être un peu plus accessible d'année en année, les gens viennent sans se renseigner.
Donc c'est là où, comme je le disais, la formation, c'est important. Alors la formation, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de, comme j'ai parlé, de l'interaction avec le public, c'est de connaître tous les services que l'on a disponibles. Je suis à la réception de mon hôtel, eh bien j'ai une personne, quelle que soit sa déficience, qu'est-ce que j'ai à proposer aux personnes en situation de handicap dans mon hôtel? Si je ne me suis pas déclarée au moment de la centrale de réservation, c'est au moment du checking, c'est-à-dire de l'enregistrement à l'hôtel, de poser un minimum de questions ouvertes sans être intrusif non plus, c'est de savoir quels sont ses besoins. J'ai quelqu'un qui est malentendant, d'avoir effectivement la connaissance, qui est une mallette qui va proposer un réveil avec vibreur, qu'on va pouvoir placer sur son oreiller, la petite sonnette qui va avec la petite affichette qui va pouvoir dire ne frappez pas, mais sonnez. Donc le flash lumineux va s'ouvrir. C'est si j'ai une piscine, est-ce que l'accès à la piscine va être permise au travers, si je suis en fauteuil roulant, est-ce que je vais avoir accès aux douches? Est-ce que je vais avoir une cabine de déshabillage? Après, c'est bien, on s'est déshabillé, on a enfilé le maillot de bain, mais après, l'accès au bassin, comment ça se passe? C'est par exemple l'engin de mise à l'eau. Même si certains ne l'utilisent pas, en tous les cas, voilà. Proposer des services, c'est bien, mais il faut les connaître. On s'est aperçu justement lorsqu'on a commencé toutes ces formations qu'un bon nombre de nos salariés ne les connaissaient pas. Et c'est là que le gros travail est commencé. Parce que les formations, c'est bien, mais voilà, il faut au quotidien redescendre l'information. Les files d'attente. Chez nous, contrairement peut-être à des caisses comme on a en supermarché, la signalétique, c'est bien, mais il y a aussi l'humain qui va rentrer en jeu. C'est inviter vos salariés à aller au-devant de ces personnes, leur proposer leur aide. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Souvent, moi, les cast members, enfin les salariés, me disaient oui, mais à chaque fois, on dit non, on me répond sèchement. Mais comme je dis, au moins, de proposer, c'est une chose. Après, il faut aussi entendre que la personne soit besoin d'aide ou pas besoin d'aide. Après, dans les autres solutions, je pense aux restaurants et aux boutiques. Je me souviens au tout départ, quand on a rendu les boutiques et les restaurants accessibles, je me suis bagarrée pour avoir la boucle magnétique pour les personnes malentendantes. On m'a dit oui, mais je suis désolée, c'est pas réglementaire. La boucle magnétique, ça doit être que pour les points d'information. Et je dis oui, mais sauf que par rapport à un supermarché, on ne passe pas l'ensemble de nos articles avec une espèce de douchette et on tourne après le montant à régler en fin de transaction. À Disney, comme partout, et même, j'imagine, dans même une petite boutique, quelle qu'elle soit, sur Paris, à un moment donné, vous donnez de l'information, vous faites de la vente additionnelle, même si vous n'êtes pas là pour faire la surconsommation, mais en tous les cas, proposer des services. Et pour un certain nombre de personnes, l'accès à l'information, ce n'est pas aussi simple. Donc ça, c'était pour les malentendants. On pense aussi à nos personnes âgées. On a les combinés adaptés. Ou je vois, je peux parfois être, ou ça nous est peut-être déjà arrivé, quand il y a énormément de bruit, de ne pas avoir forcément accès clairement à l'interaction que l'on peut avoir avec la personne. Au travers de ces combinés adaptés, finalement, vous enlevez tous les acouphènes, et là, vous avez une relation beaucoup plus apaisée avec la personne. On a plein de services, donc je pourrais passer des heures et des heures, mais je vois là des points comme ça. Celui des boutiques et des restaurants, c'est important de le partager parce que vous voyez, on n'a pas répondu à un point réglementaire parce qu'il n'est pas obligatoire, mais nous, on a souhaité le faire pour pouvoir justement permettre une action beaucoup plus aisée. Et puis, c'est aussi du temps de gagner, c'est de l'échange, c'est du partage. Merci Valérie-Marie. Émilie, pour... tout ce qui est lieu culturel, donc notamment théâtre, musée, quelles sont tes préconisations, après avoir présenté le Centre Recherche Théâtre Handicap, bien sûr, quelles sont tes préconisations, quelle est l'offre que tu proposes, les retours d'expérience par rapport à l'accompagnement que vous proposez, quels sont les retours, qu'est-ce qui est pareil, quelles sont les bonnes pratiques facilement reproductibles dans des lieux culturels Merci Hervé. Bonjour à tous. Le Centre Recherche Théâtre Handicap est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui travaille à favoriser l'accès des personnes en situation de handicap à la culture.
On travaille sur 2 axes principaux. L'un, l'accessibilité, que l'on aborde avec les lieux culturels, sous l'angle de la formation, de la sensibilisation, de l'accompagnement et de la proposition d'un certain nombre de services d'accessibilité, d'offres, d'adaptation des œuvres. Et on travaille pour ça également avec un grand nombre de partenaires avec lesquels on mutualise des compétences, histoire de pouvoir apporter un champ de réponse plus vaste que ce qu'on pourrait faire tout seul. Et par ailleurs, notre autre volet d'action, c'est l'éducation artistique avec l'école Acte 21. Acte 21 est une école de théâtre et de pratique artistique où l'on propose en milieu ordinaire des ateliers accessibles à tous dans la mesure où nos locaux sont adaptés, mais également nos équipes formées et les équipes pédagogiques adaptent la pédagogie et les outils d'enseignement en fonction des besoins spécifiques des publics. Là, on est sur du milieu ordinaire, de l'offre qu'on cherche à être le plus inclusif possible, mais par ailleurs on propose également des offres dédiées d'ateliers que l'on va mener cette fois dans des structures médico-sociales, sanitaires ou éducatives. Donc on est vraiment sur un volet de réponse le plus large possible dans l'objectif de proposer le choix, de laisser le choix. Voilà. Et pour répondre à ta question sur les préconisations, je dirais qu'avant même de se lancer dans des préconisations, avec les lieux culturels, on travaille plutôt et on les engage à travailler un état des lieux de leurs pratiques, de leur accessibilité, de leurs offres et de leurs relations avec les publics. Pourquoi ? Parce que très souvent, il existe des choses, peu ou prou, et ça, peu importe, mais en tout cas, ces actions, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément connues par l'ensemble des professionnels du lieu, et que ça, c'est ce que vous avez dit tous les trois, hein, mais c'est une faille dans le système. C'est-à-dire qu'effectivement, une personne qui ne s'est pas annoncée, avec un besoin spécifique, ne sera pas informée de la présence d'une boucle magnétique et de sa possible utilisation, et va passer à côté d'un confort de visiteur, de spectateur, qui pourrait lui être donné à chaque fois qu'elle vient. Donc là, on parle, par exemple, de spectateurs ou de visiteurs qui sont déjà acquis au lieu et que pour autant, ils ne sont pas considérés ou en tout cas pris en compte dans une démarche d'amélioration de la qualité du service qui pourrait leur être proposé. Donc de l'importance vraiment de faire maillon au sein même de l'équipe, de la structure, tout au long de la chaîne d'accessibilité. On parle de chaîne d'accessibilité, de parcours client, usager, visiteur, spectateur, et ça démarre vraiment du désir du client, du spectateur, et après on remonte toute la chaîne de l'accès à l'information numérique, mais tout type d'information également, de l'information téléphonique ou par mail, etc. La réservation, les transports, l'accès au lieu, l'accueil, l'offre adaptée du spectacle ou de l'exposition, mais également tous les services qui sont associés. C'est l'accès aux médiations, tous les parcours de médiation qui peuvent être proposés, comment on peut les adapter et les rendre plus accessibles ou plus confortables en tout cas, et également tous les services du lieu, des sanitaires à la restauration, aux librairies, etc. Donc c'est vraiment l'importance de travailler en équipe et effectivement que chaque métier, au moment de son intervention dans la chaîne de l'accessibilité, monte en compétences et soit formé, au-delà de la sensibilisation, soit formé aux besoins spécifiques. Et puis travaille ensemble, l'importance de faire passer l'information
vraiment dans les équipes, de se faire relais, et c'est un travail d'équipe en fait, hein, vraiment. Autre point important, je dirais, c'est de s'intéresser à son territoire, son implantation. Quel est le tissu associatif qui existe? Quels sont les établissements médico-sociaux, par exemple, qui sont à proximité du lieu? Et tout comme pour les établissements culturels, le réseau d'hôtellerie et de restauration. Voilà, c'est pas pour rien qu'on est aujourd'hui tourisme et culture présents à cette table ronde. C'est qu'il est nécessaire de travailler l'accessibilité en transversalité et de commencer réellement à faire des ponts aussi entre nous, professionnels. Peut-être juste un petit point concernant cette histoire de territoire et d'établissements médico-sociaux, d'identification des besoins et de travailler directement avec les publics. Le CRTH est partenaire du Théâtre du Cristal depuis cette année sur la conception d'un réseau francilien d'accès à la culture. Et on est vraiment dans cette optique-là d'état des lieux. C'est-à-dire que nous sur le territoire parisien et eux sur les territoires Île-de-France, on identifie des établissements médico-sociaux, des lieux culturels. On va interroger chacun sur leurs pratiques, leurs souhaits et les possibles. Et en fait, on se rend compte que quasiment 75 à 80% des établissements médico-sociaux nous disent peu ou pas connaître les lieux culturels directement proches de leur structure et de leur établissement. De la même façon, les lieux culturels ignorent les publics qui sont juste à proximité. Donc il y a aussi des ponts de proximité, des bonnes pratiques à mettre en place. Et ce réseau a pour objectif donc d'identifier et puis ensuite de créer des jumelages par le biais d'une convention et donc du coup d'inscrire un partenariat dans la durée et de proposer des actions pérennes, parce que c'est encore une fois bien souvent la méconnaissance des uns et des autres qui fait qu'il y a encore beaucoup de ponts à mettre en place. Voilà. Merci Émilie. Avant de vous passer la parole, moi j'ai une question qui s'adresse à tous les quatre. Où s'arrête l'autonomie? Où commence l'accompagnement? Est-ce que vous avez un élément de réponse ou pas? Ou est-ce que ça se fait toujours un peu naturellement, ou par rapport aux obligations de la loi, par rapport à... Moi, je parle que de mon domaine. Quand on rend un site ou une application accessible, on a comme conséquence de favoriser l'autonomie de la personne en situation de handicap. C'est donc lié, forcément cette réponse est liée, autonomie et ou accompagnement est liée à la déficience. On a des déficiences, par exemple les aveugles, les déficients visuels, malvoyance, etc., sur lesquels on rend l'utilisateur en pleine autonomie. Il n'a plus besoin de rien ni de personne. Il a juste besoin qu'on rende le truc accessible. On va avoir des types de déficiences qui sont particulièrement complexes à traiter. Les sourds et malentendants, on sait le faire, mais on a un problème de moyens, notamment sur la population des sourds-signants, sur lequel on devrait pouvoir exprimer l'ensemble des informations en LSF. Et là, on a clairement un problème de moyens. C'est pas de la technique, c'est facile à faire, mais on a un problème de moyens. Et on va avoir une deuxième catégorie de populations qui sont les handicapés mentaux. Problème de compréhension, etc. Donc ça fait écho au facile à lire et à comprendre. Sont des populations qui sont très complexes à traiter en termes d'accès à l'information. On a des méthodes faciles à lire, à comprendre, qui est une méthode qui a donné ses preuves, avec un petit problème de moyens, parce qu'on est obligé de décliner le site. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand on prend un site avant-après, quand on l'a rendu accessible, il ne s'est rien passé, c'est le même, etc.
En revanche, pour ces publics-là, on est obligé de faire des adaptations, donc ça veut dire des versions adaptées des contenus. Donc on va se concentrer sur les contenus pratiques, essentiels, etc. Mais il est très très difficile d'imaginer pouvoir traiter l'ensemble des informations du site en facile à lire, à comprendre. Et à partir de ce moment-là, on va effectivement rentrer dans l'autre logique qui est de pouvoir donner des dispositifs d'accompagnement, donc qui peuvent être ce qu'on appelle des tiers médiateurs, c'est-à-dire donc par exemple pour les sourds et malentendants, des plateformes qui s'interfacent entre l'utilisateur et son correspondant, et pour les gens qui ont des problèmes de compréhension, c'est forcément de l'accompagnement spécifique. Des choses à ajouter? Alors moi j'ai un avis très personnel sur le sujet, parce que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on travaille avec des utilisateurs qui sont extrêmement autonomes, voilà, qui sont rarement en demande d'accompagnement. Mais j'espère que ça nous arrivera bientôt. On a peut-être un projet avec des accompagnants touristiques, donc ça changera notre vision. Moi, j'ai l'impression que c'est la même question pour tous les clients. C'est-à-dire, cette question-là, elle vaut pour tous. Elle vaut aussi pour les collaborateurs. Enfin, quelle est l'autonomie des collaborateurs, à quel moment ils ont besoin d'être accompagnés, etc. Et du coup, je pense que la question, en tout cas sur l'accessibilité, doit être abordée vraiment de façon intégrée, ou en tout cas à défaut, exactement de la même manière que les enjeux de personnalisation des offres et des services. C'est-à-dire que tous les clients ont envie d'avoir le choix d'être accompagnés à un instant T. Peut-être qu'ils seraient venus dans une autre humeur à un autre moment, ou en ayant vécu une expérience différente dans les minutes qui ont précédé. Clairement, la demande, elle est extrêmement variée, et on a tous envie d'avoir le choix de changer d'avis aussi. Après, évidemment, pour ce qui concerne l'accessibilité, il y a aussi la question de l'autonomie, est-ce qu'on a envie d'être accompagné ou pas, mais il y a aussi voilà, clairement, on a aussi des fois besoin d'être accompagné. Donc moi, pour le coup, sur cette question-là, je n'ai absolument pas d'expertise. Donc voilà, c'était mon point de vue. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, Charlotte Vella, chargée de mission accessibilité au comité régional du tourisme de Paris-Île-de-France. Je voulais souligner, Émilie Bourgoin, ce que vous disiez justement sur la difficulté à connecter en fait les professionnels qui mettent en place des prestations adaptées avec le public ciblé. Je sais que c'est un peu le problème récurrent sur le territoire, c'est que beaucoup de professionnels attestent. Nous, on communique sur leur accessibilité, ils sont très contents d'avoir fait en sorte de répondre aux normes de la loi notamment, et au-delà, confort d'usage de tous aussi. Et la question qu'on a souvent, c'est justement, ils ont fait beaucoup de choses, mais personne n'est au courant. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à cibler les gens, et surtout à trouver aussi les canaux de communication adaptés. Et du coup, nous, au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, on propose des solutions. Notamment, on a mis en ligne un document téléchargeable gratuitement. C'est simplement un référencement des établissements médico-sociaux de l'Île-de-France, sur l'Île-de-France, d'associations également, de fédérations de personnes en situation de handicap, qu'on propose aux professionnels de télécharger librement pour pouvoir faire leur campagne de marketing direct. Alors c'est très peu utilisé, mais on encourage, on communique beaucoup sur cet outil qu'on met en ligne. Et on propose aussi, on se propose de se faire le relais aussi avec de la presse spécialisée justement, qui pourrait communiquer sur ces prestations touristiques et culturelles en l'occurrence, accessibles aux personnes en situation de handicap. Et effectivement, et c'est d'ailleurs à partir de votre liste que nous avons établi, nous... on est très contents de le savoir, c'est génial. On a utilisé vos outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Merci à tous les quatre pour vos interventions. Oui.
Il y a une question d'une personne signante, s'il vous plaît. Merci. Parfaitement. Très bien. Ah. Non, Akima, il faut monter un petit peu la webcam. C'est mieux? C'est parfait. Oui, bonjour, je voulais répondre à Monsieur Villain à propos de l'accessibilité des personnes signantes. Donc en effet, on ne parle pas forcément d'interprète en langue des signes. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres, par exemple, des personnes qui peuvent tout simplement avoir une sensibilisation à la langue des signes. Sur le site internet, par exemple, on peut voir qu'il n'y a pas forcément des vidéos traduites en langue des signes française. Donc ça, c'est des professionnels sourds qui sont des traducteurs qui peuvent faire cela. Et c'est pas forcément que les interprètes en langue des signes, ce n'est pas la seule solution à l'accessibilité. Oui, absolument. J'ai rien d'autre à ajouter. Je prenais cet exemple-là parce que très souvent, c'est simplement pour expliquer que dans la plupart des cas, on n'aura pas de problème lié à l'autonomie, mais que dans certains types de déficience, on a quelques problèmes de moyens, simplement. Parce que, voilà, ça pourrait faire très simple, ça coûte assez cher, et donc c'est généralement complexe à mettre en place de ce fait-là. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Et je vous donne rendez-vous à 14h30 pour la 3e table ronde pour ceux qui s'y sont inscrits.